Camarades, le regard. Chaque jour qui passe, je vois mes camarades blessés, privatisés, ubérisés, mais bientôt libérés. Car n'oubliez pas que l'histoire est avec nous. Et rappelons-nous que s'ils sont grands, c'est bien parce que nous sommes à genoux. Alors, quand le moment sera venu, franchement, je ne sais pas trop où je vais avec ce discours. C'est dommage, parce que vraiment, j'avais tout qui était réuni pour que je le réussisse. Vraiment, j'étais le premier à passer pour le prix Jaurès avec un discours Jaurès et avec, j'ai cru, à la base, passer en amphi Jaurès. Tout était bon. Et pourtant, là, je galère. En fait, j'ai essayé d'appliquer ce magnifique sujet à mon discours lui-même. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé vraiment chercher 5 années d'éloquence. Je suis allé regarder 5 années d'éloquence, voir qu'est-ce que j'avais pu faire, qu'est-ce que j'avais pu produire, et essayer d'en tirer quelque chose, de neuf, de révolutionnaire. Et pour les personnes qui ne se sont jamais essayées à cet exercice, je vous l'assure, c'est extrêmement intimidant. Puisqu'au final, qu'est-ce que j'ai vu après ces 5 années? J'ai vu 5 années de tics, de grattage de tête inopiné, de mouvements de bras un peu incontrôlés, de débit de parole complètement aléatoire, et aussi quelques tournures de phrases qui revenaient souvent, des envolées en lyrique qui n'étaient pas forcément nécessaires. Mais, justement, pour les personnes ici qui font de l'éloquence, je vous l'incite à aller regarder vos 3-4 derniers discours et aller voir si vous ne repérez pas quelques tournures de phrases, quelques structures, quelques chutes qui reviennent. Et si c'est le cas, posez-vous quelques questions. Et vous allez comprendre que finalement, pondre quelque chose de révolutionnaire, que ce soit sur le fond ou la forme, n'est vraiment pas évident. Bien sûr, on pourra me dire que justement, si on veut faire quelque chose de vraiment révolutionnaire, il faudrait que ce soit quelqu'un qui soit vraiment dans la nouveauté et qui justement se joue complètement des codes qu'on a tous plus ou moins adaptés ici. Mais je vous dirais que justement, d'expérience, j'ai pas trop vu ça. J'ai vu plutôt que ça devait être quelque chose de bizarre, éventuellement, mais pas forcément révolutionnaire. Puisque il faut bien comprendre que tordre les codes implique avant tout de les saisir. Et que, quitte à aller en révolution, autant savoir où et quand partir. Merci. Souvenez-vous de vos cours passionnants d'histoire au collège. La Révolution française, 14 juillet 1789, date à laquelle la Bastille est prise d'assaut par des émeutiers. Dès l'aube, des milliers de personnes s'attroupent et se dirigent vers l'hôpital des Invalides, puis vers la Bastille censée contenir de la poudre. Piques brandis, baïonnettes levées, fumée des incendies, canons chargés, schéma d'une apocalypse imminente. Il ne peut y avoir de révolution que là où il y a conscience. Citation de notre bien-aimé Jean Jaurès, qui n'est contre toute attente, pas que le nom de ma rue à Toulouse, mais également un homme politique français. Je tiens tout d'abord à dire à mon contradicteur qu'il est inconscient de penser que la révolution découle d'une simple prise de conscience. C'est être déconnecté de la réalité. Mais après tout, à Sciences Po, c'est une habitude, n'est-ce pas? Avant d'en dire davantage, mesdames, messieurs, camarades de Sciences Po, je tiens à dire que le blocage des amphithéâtres le jour des partiels et d'acclamer révolution, ce n'est pas la révolution. Et ce n'est pas la définition sur laquelle je vais baser mon argumentaire. Venons-en au fait. Vous pensez vraiment qu'on a besoin d'une prise de conscience collective, d'un sentiment d'appartenance au sens marxiste du terme, à une classe sociale, de savoir que l'on est dominé, exploité pour se révolter? Pour citer Nietzsche, la conscience est une évolution dernière et tardive du système organique. Mais pourquoi dernière et tardive? Parce que la révolution a lieu quand les gens ont faim, quand les gens crèvent dans les rues, quand les gens n'ont plus que les rats comme repas et les larmes comme ivresse.
la misère. C'est d'avoir mal au dos sur le chemin de la mine ou de l'usine, avant même l'aube, l'aurore ou le lever du soleil. C'est de n'avoir que du pain et de l'eau comme repas. C'est de n'avoir ni pain ni d'eau comme repas. C'est la soif, la famine, la fatigue, la douleur, le désespoir. Voilà ce que sont les révolutions. Pas l'idée de conscience élaborée par des bien-pensants. Si la conscience est la misère, alors oui, avec plaisir, je pourrais donner raison à mon contradicteur. Or, ce n'est pas le cas. Moi, je vais vous dire. La misère mène aux révoltes et les révoltes mènent aux révolutions. Il faut ici dissocier deux choses, le corps et l'esprit. Mais quand la misère sonne à votre porte, c'est le corps qui ouvre, pas l'esprit. Ainsi, la révolution n'est pas le résultat d'une réflexion, mais d'une impulsion, mêlant illusion, mais surtout désillusion. Je finirai par citer Freud. La conscience est la conséquence du renoncement aux pulsions. Souvenez-vous. Elle a 20 ans, des rêves plein la tête, une agitation de tous les instants et une liberté insolente. Lui, à 22 ans, une carrière devant lui, un charme tout timide et un calme olympien. Rien ne les prédestine donc. Pourtant, une rencontre chez un ami commun suffit. L'alchimie monte, les blagues fusent, leurs âmes se marient. Ils s'aiment, c'est certain, tout le monde le voit, même eux l'ont compris. La nuit leur appartient, les matins aussi. Tout va pour le mieux donc, vous l'aurez compris, mais les jours passent. Il commence à prendre peur. Elle ne correspond pas à la femme qu'il veut. Elle sort trop, boit trop, s'amuse trop. Alors il espère, un peu naïvement sans doute, c'est à vous d'en juger, qu'elle abandonnera bientôt les folies et le faste de sa vie pour ne se consacrer qu'à lui. Elle espère, elle, qu'il s'abandonnera justement au plaisir de la vie, qu'il arrêtera tout le temps de vouloir tout calculer, tout contrôler, et qu'il embrassera pleinement le modèle de l'homme viril et sûr de lui, un peu comme moi, qu'on lui a toujours appris. Leur espérance mutuelle s'active alors à les éloigner. Il ne l'attend plus le soir, elle ne le fait plus rire. Lui s'emporte davantage, elle répond d'autant plus. La question n'est bientôt plus de faire un pas vers l'autre, mais loin de l'autre. Les silences s'installent bien trop souvent. Parfois, les mots se bousculent et klaxonnent dans leur bouche, si bien qu'un soir, elle n'en peut plus, elle l'ouvre en grand et s'écrie « Dis, tu ne trouves pas que tu... T'as grossi un petit peu, attention. » Impossible de lui dire « C'est vrai quoi !» C'est à lui de s'en rendre compte tout seul. Leur dos se tourne, leurs talons se font face. C'en est terminé, ils le sentent bien, hélas. Ils attendaient tous les deux que l'autre change sans accepter sa diversité. L'espoir ici les a aveuglés et a empêché la communication. Leur malheur n'était en effet pas d'être différents, mais d'attendre d'être compris par l'autre sans autre explication que les nombreux silences. L'espérance conduit ainsi à l'inaction, responsable quant à elle du malheur de l'homme qui, selon Camus toujours, doit au contraire se révolter. Une révolte qui libère des carcans de l'espoir, qui conduisent par exemple en période d'effondrement généralisé de notre civilisation et de notre biodiversité, à penser que le seul génie humain pourrait nous sortir de cette situation, ou, pour les plus angoissés, à se recroqueviller en espérant candidement un miracle. Dans les deux cas, l'espérance, la croyance, rassure l'homme, qui n'a plus besoin d'agir vu qu'il est déjà occupé à espérer, c'est vrai, il ne faudrait pas trop en faire. Autre exemple. Nous autres étudiants espérons souvent que notre partiel de sociologie de l'État, par exemple, se passe bien. Ou, plus farfelu encore, que le sujet nous inspire. Cette incantation, qui remplacerait presque les prières des fidèles, a cela de moins rationnel que nous sommes l'unique acteur de notre réussite,
ou de notre échec. L'espérance souligne ainsi notre peur enfouie de nous confronter à la seule et unique véritable réalité métaphysique de ce monde. Il nous faut toujours plus réviser. Alors, si pour Pascal, le malheur de l'homme vient de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre, je clame haut et fort que le temps confiné dans nos espérances est révolu. Alors sortez, criez, hurlez, choquez, dansez, parlez, mais s'il vous plaît, n'espérez plus. L'espoir, l'espoir. Une ressource rare ces jours-ci. Regardez bien. Moi, j'ai pas eu tout espoir quand elle a commencé à parler. On perd tout espoir quand on regarde les infos. Biosphère, Zemmour, économie, Covid. Combien de vagues, combien d'armes, combien de votes. Mais cher public, en ces temps troublés, je suis là pour vous le dire. Se rattacher à l'espoir, certes, ça peut sembler être futile. Mais que dire, si ce n'est que dans cette situation qui est la situation actuelle, et par là, je vous encourage à voir tout ce que vous voulez y voir. Tout. L'espoir sera le moteur qui nous fera redémarrer, qui nous amènera là où nous voulons aller. Car si pour certains, comme Albert Camus, tout le malheur des hommes vient de l'espérance, l'espoir est donc un mirage qui ne mène qu'à la douleur. Je suis ici pour soutenir le contraire. En effet, pour moi, sans espoir, pas de progrès, peu de joie, peu de risques, simplement une stagnation apathique. Mais qu'est-ce que l'espoir? L'espoir, c'est une force indicible, une capacité à vouloir croire que ce qui arrivera, ce que l'on veut voir arriver, arrive. Car, espère-t-on vraiment ce qui arrivera pour sûr? Non, on ne fait que l'attendre. L'espoir a, au cours de l'histoire, été une force motrice. Il l'est aujourd'hui et il le sera très sûrement dans le futur, car nous en avons besoin. Cet espoir a motivé les plus grands esprits, donné une force aux foules. Cet espoir de rendre le monde meilleur, de réparer les injustices, de régler les problèmes, de faire en sorte que demain soit meilleur qu'hier. Sans lui, aucune lutte, aucune avancée, pas de ces sacrifices qui ont fait avancer l'humanité. Car cela se base sur une volonté que se faire entendre va changer quelque chose. Sans lui, plus actuellement, pas de science, pas de ces vaccins contre le Covid qui nous permettent d'être ici, maintenant. Pas de ces médicaments qui sauvent tant de vies et pourtant dont la réussite paraissait si peu probable. Mais pour nous aussi, en tant que personne, en tant qu'individu, l'espoir est une force. Il est la force qui nous permet de traverser les épreuves de la vie, de viser une cible, aussi lointaine soit-elle, aussi petite soit-elle. Car, sans espoir, peu d'entre nous serions ici. Nous n'aurions pas espéré avoir le concours, nous n'aurions pas espéré avoir une autre bac. Nous serions restés dans une forteresse amorphe. Sans espoir, pas de travail. L'espoir, c'est donc la lumière au bout du tunnel qui nous fait avancer, qui nous donne la force. Vous pourriez être tenté de me dire que cet exemple relève plus de la volonté que de l'espoir. Et cela, je vous le dis, et je vous le demande. Qu'est-ce que la volonté? Sinon, un espoir auquel on a donné notre force. Enfin, si Albert Camus, dans sa phrase, nous décrit l'espérance comme arrachant les hommes au silence de leur citadelle et les jetant sur les remparts en l'attente du salut, ne serait-ce pas plutôt l'espérance qui fait sortir les hommes de leur citadelle, leur donne la force d'affronter les vents de la probabilité et d'aller chercher eux-mêmes leur salut, car ils l'espèrent. Et si on peut concéder à Camus, il est vrai, que l'espoir peut parfois mener à la souffrance, n'est-ce pas cette possibilité et cette incertitude qui donnent toute sa douceur à la victoire, le péril à la gloire? L'amour à deux, ça dure le temps de compter jusqu'à 3. Elle, moi, mon amour propre. Vous l'aurez compris, ce soir, je vais vous parler d'amour. Vous savez, l'amour, c'est cette très belle chose dont Gaspard Proust disait
qu'elle peut exister entre un homme et une femme et une femme, ou un homme et deux femmes. Et puisque l'on est dans la poésie, je voudrais aussi vous parler d'Oscar Wilde, dont cette phrase est tirée. L'homme cherche à être le premier amour de la femme, alors que la femme cherche à être le dernier amour de l'homme. Eh bien moi, Antoine Poitras, je m'en fous d'être le dernier amour de l'homme ou de la femme. Je m'en fous, car ce qui compte dans chacune de mes relations, c'est de trouver un peu de moi dans mes partenaires, c'est de me toucher, c'est de me regarder, c'est de me sentir, de me faire l'amour. Et lorsque je ne me reconnais plus assez en elles, lorsque le miroir qu'elles incarnent se salit et ne réfléchit plus, je les change, je les quitte, je les trompe. Car oui, l'amour-propre engage à tromper les autres. J'en veux pour preuve tous ces gens qui n'ont aucun amour-propre et qui passent leur vie à se faire tromper. Vous savez, ce sont ces mêmes personnes qui se font berner en permanence par des promotions commerciales, qui se font avoir à chaque fois et qui empilent dans leur placard des boîtes de houmous et de croquettes pour chat, alors que ton chat est mort depuis 3 ans. Passe à autre chose. Eh bien, ces gens-là, ils me rappellent mon ami Robert, qui n'a de commun avec le dictionnaire que le nom. Robert, qui n'a aucun amour-propre et qui se fait jeter par tout le monde comme une vulgaire chaussette. Pas plus tard que cet après-midi, alors que nous buvions une boisson alcoolisée, Robert me racontait que sa femme, hier, l'a quitté, que son employeur, avant-hier, l'a quitté, et que la seule chose qui n'a pas quitté Robert, c'est son herpès, parce que Robert traîne n'importe où, qu'il n'a plus aucune estime de lui-même, et qu'à force de ne plus avoir d'amour-propre, Robert finit par traîner dans les lieux de l'amour sale. Alors, s'il y avait une chose que j'ai trompée ce soir, c'est vous. C'est vous, car c'est bien l'amour-propre qui m'a poussé à venir pérorer devant vous, devant ce jury, que dis-je, devant ce triumvirat ultime de l'éloquence, sans notes, sans préparation, sans même une réponse au sujet, car ceux qui cherchent à se justifier sont ceux qui doutent. Or, moi je ne doute pas, je ne me trompe pas, car je suis sûr de mon génie, sûr de mon talent, sûr de l'amour que je me porte. Alors, avant de se quitter tout à l'heure, mon ami Robert a eu cette phrase. Il m'a dit, tu sais Antoine, l'amour, il y a ceux qui le font et il y a ceux qui en parlent. Eh bien je pense que pour une fois, il ne se trompait pas. Moi, président de la République. Moi, président de la République. Moi, président de la République. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui peut se targuer d'avoir en tout temps, en tout lieu, tenu ses promesses, tenu ses engagements envers soi-même et envers autrui? La valeur communément partagée par tous les candidats avant une élection est l'honnêteté. L'honnêteté de tenir ses promesses envers les électeurs et également envers soi-même, tenir ses convictions une fois dans l'arène politique. À la fin, peu d'entre eux n'ont pas. À la fin, peu d'entre eux sont restés fidèles à leurs convictions. Beaucoup ont sombré. Mais faut-il pour autant leur en vouloir? Faut-il pour autant les blâmer? Faut-il pour autant les haïr? Non, je ne pense pas. Voyez-vous, la complexité du monde implique une réelle politique et non une politique de la bienséance. Bismarck, Machiavel, Barack Obama, tous ont précisé dans leur mémoire
qu'il faut parfois mettre au second plan ses convictions morales, ses promesses, pour faire face à la réelle réalité. Nos consciences ne sont pas des boîtes noires, imperméables les unes des autres, imperméables aux stimuli extérieurs de toute nature. Elles sont dans un réseau en perpétuelle connexion. Au fil de nos expériences, de nos réussites, de nos échecs, de nos fortunes, tout comme de nos infortunes, au fil de nos tragédies, nous évoluons. Nous mûrissons, nous régressons, mais nous évoluons. Celui qui croit qu'il est possible, en tout temps et en tout lieu, de tenir ses engagements, dans un monde complexe, en perpétuelle évolution, et dans lequel nous sommes constamment en connexion, et soit un fou, soit une chenille morte dans l'œuf. Merci. Je suis moi. Ne me demandez pas qui je suis. Je suis le même depuis tout petit. Ces paroles nous viennent d'un roi, que dis-je, d'un king international de l'Eurovision, Bilal Hassani. Mais que chante-t-il? La chanson des promesses de notre enfance. Il chante « Bienheureux celui qui garde son âme d'enfant ». Cependant, lorsqu'il dit « Quand je rêve, je suis un roi », moi, j'entends, il y a un temps pour rêver, et il y a un temps pour accepter la dure réalité. Cette dure réalité, Hassani, il ne l'accepte pas. Pour lui, la chenille est un roi, car tant qu'on est chenille, tout est possible. Alors, dès qu'on devient papillon, il n'y a plus rien à espérer. Dans ce cas-là, moi, quand on me dit que la promesse de la chenille engage le papillon, je fais comme tout le monde, je gobe la chenille avant sa transformation. Ainsi, dans nos têtes, il y a des chenilles partout, mais où sont les papillons? Pourtant, ne voyez-vous pas que le ver est dans la pomme? Quelle chenille serait assez bête pour rêver de devenir un papillon si le papillon incarne le non-rêve et le non-changement? Et le papillon, vous pensez qu'il s'est dit « Moi, mon rêve, c'est de rester une chenille toute ma vie ». Rassurez-vous, l'histoire de la chenille roi n'est qu'un tissu de baliverne cousu de fil blanc. C'est un cocon de rumeurs d'enfants et de contes pour adultes qui ne changent rien. Car, au-delà des promesses et des belles paroles, la réalité de la chenille, c'est qu'elle n'a jamais changé, jusqu'à preuve du contraire. À l'inverse, on sait que le papillon peut changer. Après tout, il l'a déjà fait. Avant, il était chenille. Or, comme il est le seul à pouvoir changer, il est aussi le seul à pouvoir s'engager, et donc le seul à pouvoir promettre. Quand un papillon vous fait une promesse, et qu'il la tient, il le fait à l'encontre de sa nature de papillon. C'est parce que sa promesse est fragile qu'elle a de la valeur. En comparaison, la promesse de la chenille ne vaut rien. Les chenilles sont encore trop immatures pour changer de promesse. Et de toute façon, plus de 99% d'entre elles vont mourir avant d'avoir produit quelque papillon que ce soit. Ainsi, puisque la promesse de la chenille ne vaut rien, comment voulez-vous qu'elle engage le papillon? Ce n'est pas la chenille qui engage le papillon, c'est le papillon qui s'engage contre la chenille qui ne promet rien. Notamment, seul le papillon est assez fort pour se remettre en question et cesser d'être chenille pour trouver l'amour et se permettre et se promettre à l'être aimé. Ainsi, j'en ai bien peur, enchaîner les papillons aux promesses de la chenille, c'est encourager les chenilles à rester chenilles et faire comme si les papillons étaient toujours des sortes de chenilles avec des ailes et des couleurs à peine sorties de leur cocon. En bref, des fous. Ainsi, si vous me permettez l'expression, je pense que devenir papillon
nous promet bien mieux que n'importe quelle promesse de chenille. Une femme doit être deux choses, élégante et fabuleuse, a dit Coco Chanel. Coco Chanel, je me demande ce que cette femme vous évoque. Beaucoup me diront une créatrice de mode, certains une féministe affirmée. Mais trop peu diront tout simplement une femme d'exception. Pour moi, Coco, c'est aussi une autre citation. Mettez du rouge à lèvres et attaquez. Alors voilà, j'attaque. Coco Chanel est une icône. Son style n'est pas juste une façon de s'habiller, c'est une façon de vivre, de se mouvoir, de penser la vie autrement. Être d'accord avec sa citation, c'est être d'accord avec sa perception de la femme, de l'élégance, de la mode et finalement du monde. Pour elle, l'élégance venait avant tout de l'âme. Les femmes semblent avoir cette brillance, cette faculté d'irradier de l'intérieur. Ainsi, Coco Chanel ne faisait aucun vêtement trop élaboré ou sophistiqué, inconfortable et reflet d'une société en retard sur la condition féminine. Tout ce qu'elle faisait, elle le faisait avec un objectif de praticité. Le plus beau joyau que pouvait porter une femme était sa propre personnalité. Certains pourraient dire que Coco n'était pas sophistiquée. Or, elle portait une attention toute particulière à l'esthétique. C'est en ce sens qu'elle était pour la sensualité, mais contre l'objectivisation de la femme, pour la grâce, mais contre les corsets, pour la libération de la femme, mais contre les mini-jupes. Chacun de ses projets a fait polémique, mais elle a toujours réussi à prouver que la femme n'était pas élégante par ce qu'elle portait, mais par sa féminité, par sa qualité de femme. Peu importe ce que tu portes, si tu y mets du style, alors tu illumines la rue. Se sentir élégante ne veut pas dire se faire belle pour quelqu'un. Se sentir élégante, cela veut dire que nous nous sommes habillés en accord avec nous-mêmes, pour nous-mêmes. Le regard des autres ne compte alors plus. La puissance semble couler dans nos veines et nous la sentons nous traverser. C'est là que l'on est une chose fabuleuse. Fabuleuse. J'entends une connotation symbolique à ce mot. Fabuleux désigne tantôt une chose invraisemblable, tantôt une chose qui appartient à un univers de légende, d'imagination. Pour moi, Coco n'a pas employé ce terme au hasard. Son idée de la femme et avant ça de la féminité a quelque chose d'extraordinaire. La femme doit transcender toutes les idées reçues afin de s'épanouir dans toutes ses facettes. La femme a quelque chose de magique. Coco Chanel est une libératrice de la femme, de toutes les femmes. En effet, pour elle, le luxe n'était pas le coût d'un vêtement, c'était l'utilité qu'il avait. À une époque où les femmes commencent à travailler et libèrent leur esprit, il faut des vêtements qui libèrent leur corps. D'où la conception de pantalons, de robes droites, de l'abandon des entraves comme le corset ou encore les bijoux qui pèsent, gênent et ne font de la femme qu'une simple parure. Coco Chanel est quelqu'un de caractériel, de passionné, d'unique. Elle montre des aspects de la femme que l'on n'imagine pas durant les années 20. Pour elle, l'élégance est une arme à exploiter. La mode semble alors être une façon de s'affirmer, de s'exprimer, d'exposer la femme véritable aux yeux de tous. Une femme qui est ambitieuse, affirmée, talentueuse, en un mot, fabuleuse. Une femme doit être deux choses, élégante et fabuleuse. Les deux termes ne sont pas dissociables l'un de l'autre. La femme doit se servir de son élégance naturelle pour obtenir ce qu'elle veut. Telle une fée, la femme est ambiguë, belle et puissante. Pour finir, une femme devrait pouvoir s'habiller comme elle le veut, sans se faire juger pour ce qu'elle porte. Ce n'est pas cela qui compte, c'est la classe avec laquelle on le porte qui importe. C'est le message que l'on veut faire passer avec son chapeau, sa jupe, son pantalon, son parfum même qui importe et qui restera gravé dans l'histoire. Car comme elle l'a si bien dit, la mode se démode, le style jamais. Avez-vous déjà écrit le mot actrice dans un moteur de recherche? Eh bien moi, oui. Ni une ni deux, je dégaine mon ordinateur et je tape ces 7 petites lettres. Le premier lien, les plus belles actrices. Liste de 259 femmes. Le deuxième, les plus belles actrices de cinéma à l'international. Et le troisième, le dernier, le meilleur pour la fin. Actrice X, vidéo porno et star du X. Afin de ne pas émettre de jugement hâtif, je décide d'effectuer la même recherche, en remplaçant le terme d'actrice par celui d'acteur.
Apparaissent ainsi des définitions simples, banales, des fiches métiers, mais absolument rien caractérisant ou évoquant le physique de ces messieurs. Certains diront que c'est anecdotique. Or, il n'en est rien. Dès leur jeune âge, on apprend aux petites filles à être sages et discrètes. On leur répète qu'il faut qu'elles soient jolies et souriantes, qu'elles peuvent avoir de l'ambition, mais attention, il ne faut pas prendre la place des garçons. Pas trop brillantes, ni trop intelligentes. En somme, leurs plus belles parties n'appartiennent qu'à leur morphologie. À coups de magazines, d'articles, d'injonctions peu subtiles et de commentaires déplacés, on leur martèle continuellement que le plus important demeure leur apparence au dépit de la connaissance. Regardez l'autre qui disait « Le corps d'une femme est sa pensée ». Eh bien, merci monsieur, mais si c'est pour nous dire ça, on s'en passera. Nos filles sont bien des prises dans nos sociétés. Entre trop et pas assez, continuelle contradiction pour être au bon goût de ces garçons. De nos jours, si une femme est timide, c'est une sainte-nitouche. Si une femme est assurée, elle est arrogante. Si une femme ne se maquille pas, elle est négligée. Et au contraire, si elle en fait trop, mais qu'est-ce qu'elle est vulgaire! Horripilant, vous ne trouvez pas? D'autant que la liste peut continuer, au bon gré des fantasmes de ces messieurs. Alors navrés, messieurs les jurés, messieurs de nos assemblées, mais mon discours se porte aux plus frileux et aux perplexes, à ceux pour qui le féminisme rime avec hystérique, et enfin à ceux qui ne savent toujours pas où sont nos yeux. Alors non, une femme est tellement plus que fabuleuse et élégante. Crions ensemble que les femmes peuvent être plus qu'une simple apparence, que les femmes peuvent être ambitieuses, intelligentes, indépendantes, puissantes et fortes. Qu'elles peuvent être tout ça à la fois, bien sûr, mais surtout qu'elles ont le choix. Maîtresses de leur propre destin, elles mènent leur bateau contre vents et marées, car désormais nous savons nous affirmer. À bas le patriarcat, à bas ces trop nombreux goujats, que la lutte pour l'égalité sonne enfin son glas, pour que puissent tomber les glaives des Athénas. Je suis née, fille du désordre des Lumières, jeu de pommes, espoir des hommes, nouvelle ère, et de mon jeune âge je les vis flamboyer. Je suis ceux qui se battent pour la liberté, qui pour l'égalité se donnent corps et âme, et dans un désir de fraternité réclament l'union pour ensemble faire révolution contre les privilèges, pour l'abolition. J'ai grandi dans un printemps trop brusque, trop sanglant. J'ai vu les peuples se soulever, unifiés. Je suis la flamme tricolore élevée par Marianne, la promesse d'antan. Je pris mon envol un matin de septembre, ressuscité dans le désordre de Sedan. Je suis l'aspiration, l'ambition vers le mieux, meurtrie par le sang bleu en 7 jours malheureux. Je suis née incertaine, je suis née fébrile, je suis née dans les tumultes, fille fragile. Je me suis affirmée au fil des années, puis enfin acceptée, j'ai été menacée par des idéologies dérobant la vie de milliers, de millions d'hommes et femmes meurtris. Je suis aussi cette grande lutte ouvrière qui sortit à jamais mon peuple de l'ornière. Je suis la retraite et les indemnités. Je suis la sécurité sociale pour tous. Je suis la promesse de justice pour tous. Et je suis ce que mon peuple m'a réclamé. Je suis l'école ouverte, gratuite et laïque. Je suis la promesse d'une enfance éduquée et je suis la promesse d'un peuple éclairé. Je suis cette promesse méritocratique qui, bien malgré moi, reste encore inachevée. Je suis le droit, je suis la place publique. Je suis cet héritage de la République.
Je suis cela et je suis mille autres choses encore. Je suis mon prénom, parfaitement républicain si j'en crois le calendrier. Je suis mon héritage familial, bien qu'ils aient grandi dans la République, je dois l'avouer. Je suis mon capital culturel, dont la République m'a facilité l'accès. Je suis mes expériences par sa prodigalité. Je suis mon éducation par les programmes et la gratuité. Je suis fruit de l'immigration. Je suis fruit de l'intégration. Merci de m'avoir accepté. Merci pour tes opportunités. Il est alors indéniable que coule dans mon ADN cette empreinte républicaine, ces gènes révolutionnaires qui me font sortir dans la rue pour combattre les injustices, défendre les grands principes, admirer ceux qui servent la République et la bâtissent. C'est une réalité indélébile, une réalité indéfectible. Je suis fruit des acquis, né de longs combats, bien avant moi. Ainsi, je suis revendication, émancipation. Je suis suffragette, IVG, contraception. Je suis la cocarde qui fit le tour du monde. Je suis grandeur du pays, honneur du drapeau. Je suis enfant de la patrie. Marchons, marchons. Je suis un plébiscite de tous les jours. Je ne suis pas révolte, sire. Je suis révolution. Alors, je suis toutes ces femmes et tous ces hommes au Panthéon. Je suis Mirabeau, je suis Voltaire. Je suis Rousseau, je suis Hugo. Je suis Zola, Jaurès ou Gambetta. Je suis Moulin, je suis Cassin. Je suis Monet, je suis Malraux. Je suis Curie et je suis Veil. Toutes ces grandes figures qui sur nous veillent. Je suis la République et la République, c'est moi. Mesdames, Messieurs, je me présente devant vous ce soir avec une question. Qu'est-ce que la République? On étudie son histoire, ses théories, ses grandes figures, mais quel sens lui donnons-nous? Celui d'un concept abstrait dont il convient d'apprendre la définition par cœur, d'une tradition qui, selon les dires de certains, semble s'essouffler au rythme des péripéties agitées de notre histoire? S'agit-il d'un idéal, à la fois porteur et fragile, ou encore de la figure d'un parlementaire aux chevilles sujettes à l'enflement? Finalement, de quoi la République est-elle le nom? Est-elle celui de la liberté que nous sommes nés pour connaître et nommer? Celui de l'égalité qui a brisé les chaînes de l'esclavage et ouvert la porte des écoles? Ou encore celui de la fraternité? Même s'il s'agit là, je vous l'avoue, d'un pilier que j'ai tendance à trouver parfois quelque peu bancal, particulièrement à 7h56, à la station Combans-Schiaparelli, lorsqu'il me faut amorcer une entreprise périlleuse de sortir du métro. À ce moment précis, voyez-vous, c'est plutôt l'expression « l'homme est un loup pour l'homme » qui me paraît soudain d'une évidence inouïe. Néanmoins, après m'être perdue dans les ressentis contrariés de mes expériences matinales et les théories d'esprit brillants, un peu comme les médias, certains médias de ce pays se perdent dans les sondages qu'ils nous livrent en quête d'audience, faisant appel cette fois-ci à des esprits peut-être un peu moins brillants, il m'est apparu que les réponses que je cherchais ne se trouvaient peut-être pas uniquement dans les ouvrages qui hier formaient les grands principes de la République, mais dans la vie de toutes les personnes qui font ce qu'elle est aujourd'hui. Il m'est apparu que si la République trouve en l'Assemblée nationale un temple sacré, c'est dans les écoles, les hôpitaux, palais de justice et maisons d'arrêt qu'elle y forge ses piliers. Il m'est apparu que, n'en déplaise à Jean Jaurès, la République ce n'est pas qu'un acte de confiance, c'est une croyance, un engagement que chacun de nous prenons tous les jours. La République, c'est l'infirmière qui enchaîne les gardes en temps de pandémie sanitaire. La République, c'est l'enseignante qui apprend aux enfants la langue et l'histoire de notre pays. La République, c'est le juge et le policier qui veillent à faire appliquer ses lois. Car comme le disait Victor Hugo, l'un de ses plus fidèles serviteurs, si la République affirme le droit, elle impose aussi le devoir.
La République, c'est aussi cette jeunesse qui s'indigne pour un idéal qu'elle défend. La République, c'est toutes ces personnes qui œuvrent pour que la chose du peuple reste au peuple et ne devienne pas uniquement le privilège de ceux qui se tardent de parler en son nom. La République, ce ne sont pas que des lois, ce ne sont pas que ceux qui les font ou ceux qui les votent, mais c'est aussi et surtout ceux qui les vivent. Montesquieu l'avait déjà très bien compris il y a de cela 3 siècles. La République n'a d'autre existence et d'autre lieu que le cœur des citoyens. En d'autres termes, mesdames, messieurs, la République, c'est nous. Et de vous à moi, c'est un sens que j'aime et que je suis fière de pouvoir porter ce soir. Merci. Bonjour. On ne se connaît pas très bien, mais je suis à la recherche de quelque chose de très précieux. Et il me semble que beaucoup d'entre nous l'avons perdu ici. Alors voilà. Il n'est pas aimé de tous. Disons même rarement. Mais je me sens moins libre sans lui. Il est avec moi depuis que je suis petite, mais lui se fait de plus en plus petit. Mes parents et mes grands-parents me disent qu'à leur époque, il était partout. Aujourd'hui, il fait peur. Vous avez deviné? Je vous parle du blâme. Hélas, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vous parle de cette liberté qu'on perd petit à petit au détriment du politiquement correct et pour ne pas heurter la sensibilité des pauvres petites gens. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas la beauté du blâme et ce qu'il peut apporter. Comme l'éloge flatteur. Je ne viens donc pas ici chercher à répondre au politiquement correct. Mais je vais vous prouver que sans liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. Vous avez remarqué la différence avec le sujet donné? Eh bien, figurez-vous que ce que je viens de vous dire au moins est correct. En effet, donner à discourir sur un dicton de Beaumarchais aussi connu mériterait qu'il soit donné correctement. Cela dit, cela me permet d'illustrer mon propos. Celles et ceux ayant remarqué l'erreur, toutes mes félicitations! Vous ne faites pas partie des crétins. Ceux s'étant trompés, mais quel manque de culture, du Beaumarchais quand même! Cela dit, j'espère que cela vous servira de leçon et que vous serez capable à l'avenir de reconnaître la bonne citation. Et si vous pensez que le blâme, c'est ce qui vient casser l'éloge, laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, que vous vous trompez. Le blâme, c'est ce qui vient donner de la valeur à l'éloge. Auriez-vous réellement le sentiment d'être incroyable si vous ne receviez que des éloges? N'auriez-vous pas l'impression que ceux qui vous les décernent ne sont que des hypocrites, des faux culs, voulant simplement vous faire plaisir? Comme nous dit Jean Dutour dans Le Mauvais Esprit, j'adore les flatteurs, même si je sais qu'ils me racontent des blagues. Et enfin, laissez-moi vous dire que le blâme, c'est aussi ce qui vient rehausser l'estime. Imaginez la personne située à côté de vous recevoir un blâme. Vous, rien. Vous avez fait les choses correctement. Pas lui. C'est comme recevoir un éloge sans qu'il ne soit prononcé. C'est d'ailleurs Madame de Girardin qui nous en donne l'exemple lorsqu'elle nous dit qu'il n'y a qu'un seul moyen de faire un bel éloge d'une femme. C'est de dire beaucoup de mal de sa rivale. Messieurs, vous avez désormais clé en main pour avoir toutes les femmes à vos pieds et dans vos lits. Alors, je voudrais terminer mon argumentation en reprenant cette belle citation de Flaubert qui nous dit
qu'il faut pourtant que le blâme se mêle toujours à l'éloge, le serpent aux fleurs, l'épine aux roses et la vérole au cul. Merci. Cher jury, chers camarades oratrices et orateurs, chère assemblée. Tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout. Croyez-moi, j'ai eu le temps d'y réfléchir longuement et de me répéter à plusieurs reprises cette phrase. Et j'ai fini par trouver qu'il s'agissait là d'un bien beau titre de fable, que nous livrait en réalité Machiavel. Alors si vous le voulez bien, prenons-le au pied de la lettre et explorons son goût fameux pour les histoires de princes charmants, ou devrais-je dire charmeurs. Dès lors ce soir, je ne vais pas me forcer de vous raconter des histoires, ou encore de vous raconter toute l'histoire, mais plutôt de vous raconter l'histoire de tout. Et oui, la très jolie histoire de tout. Alors, il était une fois tout. Et tout, vous savez, il n'est pas tellement différent des gens comme nous. Il mène sa petite vie de rien du tout, traîne d'un peu partout sans aller jamais vraiment nulle part, et au final, il finit toujours par échouer dans un bar. Car oui, tout, il ne va pas bien. Et si j'étais alarmiste, j'irais même jusqu'à dire que tout va mal. Le plus grand malheur de tout dans la vie, c'est de ne pas faire partie de ceux que l'on appelle les politiques. Cette tribu respectée de tous. En effet, tout, dans son pauvre état actuel, n'est pas politique. Son malheur est d'autant plus profond qu'il était éperdument amoureux d'une de ces personnes-là. En effet, une nuit qu'il rentrait de son bar, il a vu cette jeune femme qui rentrait dans les chambres réservées aux politiques. Ne sachant son prénom et n'ayant d'autres informations sur elle que sa condition, il avait pris l'habitude de la nommer dans ses récits auprès de ses camarades d'ivresse en toute simplicité. La politique. Mais leur histoire était impossible. Comment la politique, qu'il avait vue cette nuit-là, pourrait-elle un jour s'intéresser à lui qui ne l'était pas? Il avait entendu dire qu'il lui faudrait passer par une sorte d'institut, une formation où, paraissait-il, on les faisait parler en public lors de concours étranges et incongrus. Il décide cependant de tenter sa chance, de lui faire entendre sa voix. Il se dit que le plus grand malheur de l'homme est de négliger les vertus qu'il possède en essayant d'obtenir celles qu'il n'a pas. Le courage le saisit alors en sortant de son bar, et c'est alors sous le balcon de sa chambre, ou devrais-je dire un peu sous le balcon de sa chambre, qu'il l'interpelle cette nuit-là. Et comme à chaque fois que l'on parle d'amour, c'est avec jamais et toujours, il lui dit évidemment qu'il n'a jamais ressenti cela et que toujours il le ressentira. À sa grande surprise, la politique, d'abord silencieuse, s'effondre en larmes. Cette décharge de sincérité lui faisant littéralement tomber les armes. Toute sa vie, on lui avait promis un avenir avec ses pères. Et au fond, elle savait qu'elle n'en avait jamais eu rien à faire. Ce soir-là, elle voit tout ce qu'elle n'avait jamais vu, en même temps qu'elle voit tout qu'elle n'avait jamais vu. Elle avait cependant l'impression de toujours l'avoir connu. Elle savait, elle était persuadée au fond d'elle-même que c'est pour tout qu'elle était née, que c'est avec lui que des liens devaient être tissés. Pour finir, toute femme n'échappe jamais d'habitude à la morale, mais je dirais très modestement, bien sûr, que celle-ci le fait avec brio, mais avec douceur également. Cette histoire est une ode aux amours impossibles et à la transcendance. Elle nous apprend que lorsqu'il s'agit d'amour et de raison, ce n'est jamais raisonnable d'être raisonnable. Je ne vous dirai pas qu'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, mais qu'ils eurent beaucoup de chance et qu'ils vécurent heureux comme des enfants. Cette fable nous a montré que même si tout n'est pas politique, la politique, elle, s'en fout et s'intéresse à elle. Avez-vous lu Machiavel? Peut-être pas. Avez-vous déjà ne serait-ce que lu les titres de ses ouvrages? Si vous le faites un jour, vous pourrez voir qu'ils se rapportent tous au pouvoir. Alors, continuons sur cette lancée à défaut d'inspiration, de talent ou d'autre chose. Pourquoi cette obsession de Machiavel pour le pouvoir? Tout simplement parce qu'il est le matériau de base de cet édifice pisesque et gigantesque de la politique.
Mais la politique a moins de chances de se redresser que la tour de Pise. Plutôt que d'attribuer à la politique une auréole de sagesse qui ne lui sied guère et un poli qu'elle n'a pas, replaçons-la dans son état d'origine. Une société, un semblant d'organisation en tout cas, et des luttes de pouvoir, tout simplement. Les basses revues, vous constaterez facilement que tout se rapporte à la politique, puisque partout on trouve des enjeux de pouvoir. On en trouve dans l'orphelinat chinois qui essaye de se multiplier en vain. On en trouve aussi dans les big pharma, de la crise sanitaire. Ne venez pas me lyncher à la sortie, je n'ai absolument pas pris parti. On en trouve sur Wattpad où des ados et même des électeurs s'occupent à démêler les mythes et les réalités des contes en réinventant les dominants et les dominés qui vivent. Bref, vers où que vous vous tourniez, vous verrez du politique parce que vous verrez des luttes de pouvoir et des disputes. Je parle de cette habitude plaisante que le Moyen-Âge avait répandue de discuter de tout, alors que désormais, nous laissons un cœur sous chaque mesure phare du gouvernement. La politique s'intéresse à tout, sans doute. Sans doute puisque, contrairement à ce que je pense Machiavel, je viens de vous montrer que tout est politique. Mais elle ne fait rien. Elle parle dans le vide comme je le fais depuis 2 minutes en essayant de vous faire croire que mon point de vue prévaut sur celui de M. Alexis Gérard et qu'il est de votre intérêt et de celui de la science et de celui de la vérité que vous adhériez vigoureusement à ma thèse obscure. Elle ne fait rien. Elle ne vaut rien. L'homme est un roseau qui a perdu, pensant, dans une bourrasque de vent. Bien fait, le chêne avait raison, et j'en perds mes mots. Mais cette querelle n'a rien à voir avec mon sujet. Elle ne vaut rien, et nous ne valons rien. Certaines de nos figures politiques ont bien compris l'astuce. Elles qui, une fois sur 3, si ce n'est plus, commencent pompeusement leur discours en nous insultant. Mes chers compatriotes. À vrai dire, cela vaut peut-être mieux que les Françaises, Français des temps de guerre. La politique ne vaut rien parce qu'à force de mouliner de grandes idées en l'air, comme les moulins de Don Quichotte, nous avons oublié de prendre notre lance et d'aller pourfendre par nos actions les démons que nos mots créent autant qu'ils cherchent à les détruire. Ce que je vous demande donc ce soir, ce n'est pas de discuter interminablement comme l'aurait fait Machiavel et comme vous vous proposiez de le faire au sujet de la sacralité de la politique, devenu chemin détourné pour atteindre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais de vous interroger personnellement sur l'unité de vos actions, que le miroir de la politique nous cache en renvoyant l'image d'une société où la vérité n'a pas de place. Cependant, face à Machiavel et à la politique, je n'aurais pas la prétention d'être un Don Quichotte, mais plutôt un Sancho Panza. Alors je vous prie, veuillez m'excuser, car je dîner est passé depuis longtemps. La tâche qui m'a été confiée ce soir, en tout élitisme science-piste qui est le mien, c'est de vous convaincre que oui, le peuple ressemble à des bœufs. Que oui, il est nécessaire de le contraindre, de le diriger et de le nourrir. Franchement, quelle belle analogie que Voltaire nous fournit ici. Le peuple ne serait donc qu'un bovin domestique, mâle, je le précise, qui aurait subi une castration dans le cadre de son élevage. Comparaison flatteuse, n'est-ce pas, hein? Quel ensemble d'individus regroupés en une communauté n'aimerait pas être assimilé à ce si grand animal de trait? Ah oui, un grand animal. Si, le bœuf est extrêmement puissant. Il a une très grande résistance. Et en plus, il occupe la 2e place dans la liste des signes du zodiaque chinois. Bon, après, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de naître sous le signe du bœuf, c'est plutôt embêtant. Comme pour ceux qui n'ont pas eu la chance de naître dans une famille aisée. Ces personnes, du coup, qui n'appartiennent pas à la classe supérieure moyenne, se retrouvent malheureusement dans cette catégorie de la population qui peut être qualifiée de bœuf.
Après, il n'apparaît pas complètement déraisonnable de confier le pouvoir à des personnes plus éduquées, à des personnes qui disposent de connaissances plus profondes leur permettant de comprendre les enjeux nationaux, à des personnes qui ont cette capacité d'évoluer dans la sphère politique. En toute honnêteté, qui, ici, irait remettre le bien-être d'une nation tout entière dans les mains de personnes facilement influençables? Polybe, Cicéron, Machiavel, nombreux sont les auteurs qui nous ont avertis sur les dangers de justement donner le pouvoir à des masses manipulables. Et ils avaient raison. Favoriser l'autocratie, c'est s'assurer de la décomposition de la loi, de la décomposition des mœurs, c'est assurer du coup un quotidien où il y aurait juste une lutte constante, où la loi du plus fort régnerait. Alors, malheureusement, c'est dans l'intérêt du peuple qu'on le dirige. C'est dans l'intérêt du peuple que parfois on le contraint. C'est dans l'intérêt du peuple que parfois on va au-dessus de lui, pour par exemple abolir la peine de mort, pour par exemple dépénaliser l'avortement. Ces deux grandes avancées n'auraient jamais été possibles autrement. Une question subsiste. Pourquoi ? Pourquoi une citation de Voltaire est-elle encore si pertinente aujourd'hui ? Pourquoi ? Parce que nous vivons encore dans un système régi par des dynamiques sociales extrêmement inégalitaires. Parce que nous refusons encore d'accorder de la légitimité au savoir profane du citoyen qui est constamment écrasé par les rouages d'une société élitiste. Alors oui, le peuple ressemble à des bœufs, à qui il faut un aiguillon, un joug et du foin. Mais à qui la faute ? Hier soir, en poète narcissique, je me désolais seul à contempler ma pauvre personne. Alors, ce soir, invité par des fascistes nostalgiques de l'antique romanité, à vous de voir, je me crois consolé. Même moi, je me sens indigne, ou plutôt trop digne, pour abaisser ma certitude de prose au vice populaire de cette assemblée. Une troupe de bœufs laissés dans la pénombre par les lumières de la liberté. N'avez-vous pas écouté le propos hargneux de Gabriel Gervaise? Ne vous l'a-t-elle pas dit? C'est le plus rationnel des hommes qui l'a affirmé. Alors, ce soir, prévôt de Candide, suppôt de Leibniz, cléricaux obscurantistes, peuple français et toulousain de cette IEP, chers jeunes, pardonnez-moi si vous ne me comprenez pas. Et pourtant, au vu de la médiocrité intellectuelle des discours de ce soir, je ne vous ennuie. Alors, par-delà ces visages crasseux et heureusement masqués, à toi, l'étranger, c'est à toi que j'adresse adresser ces quelques mots. Toi, l'étranger, qui me contemple de ton au-delà. Tu sais qui je suis, qui j'étais et qui je serai. Tu sais que je fus ce don Juan fougueux. D'ailleurs, il m'en reste peut-être encore un peu. 06 25 22 34 42, mesdames et surtout vous, messieurs. Toi, l'étranger, qui nous contemple de ta terre promise. Tu sais quels aiguillons piquent nos cœurs et enserrent nos passions. Tu sais tout de la bêtise de cette foule quand on sait qu'un de ses cutéreux sur 3 voterait Le Pen ou Zemmour. Mais si l'aiguillon est pique de l'aiguille du pouvoir, que dis-tu de la sagesse de l'aiguilleur? Car toi, l'étranger, qui contemple, par-delà les champs, nos philosophes modernes, ceux qui ont troqué les plantations de canne à sucre aux esclavagistes pour les jets aériens écocides. Au fond, si leur visage et leur tenue seraient nouvelles, qu'ils soient des républicains de comptoir ou des monarchistes disparus, le propos reste le même. Panem et circum, disait César. Le peuple, un âme se cabrant, d'après Hugo. Un vin domestique mal dégrossi, nous a dit Gabriel Gervaise. Et donc les voici, ces pantins, qui s'érigent en guides célestes de masses abruties par l'opium qu'eux-mêmes leur auront fourni. Mais pourtant, là où je crie, où je vitupère, où je m'enflamme inutilement,
tel un sot, un bouffon moderne et non en adéquation avec son temps. Toi, à l'étranger, loin de t'enflammer ou de te lamenter sur cette échelle en montée, sur ces lanières enserrées autour de bœufs supposés, et au contraire de certaines de nos associations modernes qui, par trop de radicalité, ne passent jamais du discours à l'acte. Tu te ris des joues pesant sur nos consciences, raillant avec recul aux hiérarchies avancées et les saillies vaniteuses de politiciens, d'universitaires et d'autres pseudo-élites frustrées. Toi, à l'étranger, qui connais l'histoire, tu sais combien de tout temps certains hommes et certaines femmes se prétendirent sages parmi une foule de bœufs, des pseudo-divinités de chair, aux plus orgueilleux des universitaires, des proclamés propagateurs des Lumières, aux complotistes du cher Donald, des empereurs de droit divin, aux autocrates et à leurs pantins, des croisés aux islamistes, de Voltaire à Éric Zemmour, de César à ma contradictrice, des Vestales aux soldats de la bien-pensance radicale, ou peut-être aux porcs qui demeurent dans nos sociétés, de Jésus même à ces chers nazis, tous vous ont menti. Et Louis-Stéphane sera ainsi satisfaite, le point Godwin a été atteint même au sein d'un IEP républicain. Toi à l'étranger, tu le sais, combien le mensonge de supériorités inventées pour des bœufs avinés nous poursuit. Mesdames et messieurs, je vous le dis ce soir, leur aiguillon sur votre soumission, leur joue votre croyance, leur foi votre opium. Mais toi à l'étranger, œil sage en notre mère tourmentée, en chacun d'entre nous, et Mathieu joignant le geste à la parole, je ne te laisserai pas m'interrompre, tu révèles le chant des sirènes de la liberté. Car après tout, sans liberté de blâmer, il est point d'éloge flatteur. Alors il était temps que je vous rende la parole. Tandis que je me retire de la lumière d'une scène convoitée, et je vous remercie de m'applaudir deux fois dans mon discours le balai, il est l'heure pour toi à l'étranger de regagner ta pénombre dans laquelle je te refoule. Alors, vieilli par ma solitude à venir, et avant de plonger mon regard de séparation et la patience dans cette foule qui sera peut-être sage, je projette un dernier regard avant d'enfin me détourner de mon miroir.